Bienvenue dans ce chapitre numéro 2 qui est consacré à l'enfance de Jeanne d'Arc et ensuite à son départ de Vaucouleurs pour Chinon. Donc ça va se passer en 3 parties dans ce chapitre 2. La première sur l'enfance de Jeanne, tout simplement. La deuxième partie sur ses voies, l'arrivée de ses voies. Et la troisième, le départ pour Vaucouleurs, ensuite le départ pour Chinon. Donc, il y a une phrase, j'ai commencé ce cours écrit, donc que vous pouvez suivre en même temps si vous le souhaitez ou lire plus tard. Hein. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas encore, je note bien qu'à chaque fois, il y a une vidéo et un cours écrit pour ces formations. Donc dans le cours écrit, j'ai commencé par cette citation de Jeanne, qui est toute simple, mais que je trouve très belle. Dans mon pays, on m'appelait Jeannette, mais on m'appela Jeanne quand je vins en France. Voilà, c'était juste en guise d'introduction. J'aime beaucoup cette phrase. Donc la naissance de Jeanne. Alors Jeannette, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait dans son village, est née en janvier 1412. Donc on n'a pas la date de naissance exacte, certains parlent du 6 janvier, mais le 6 janvier c'est l'épiphanie, donc ce serait vraiment trop beau, ça vient plus de la légende romancée que du fait historique. Mais voilà, on n'a pas sa date de naissance précise, et tout au long de sa vie, Jeanne va donner son âge environ, ce qui est courant à l'époque. Beaucoup de grands personnages même donnent leur âge environ. Par exemple, le bâtard d'Orléans, il donne son âge environ. Jeanne aussi donne son âge environ. Donc elle est née en janvier 1412. À Domrémy. Alors Domrémy, actuellement, c'est en Lorraine. À l'époque, c'était dans ce qu'on appelait le duché de Bar, dans le Barrois. Le Barrois mouvant, on appelait ça aussi, parce que c'était une vallée, enfin c'était une zone où il y avait diverses allégeances. Par exemple, la vallée dans laquelle était située Domrémy, c'était une vallée traditionnellement fidèle au dauphin Charles VII. Mais vous alliez dans un village voisin, vous étiez déjà dans les terres d'Empire, d'Allemagne, ensuite vous étiez chez les Bourguignons. C'est une vallée très disparate, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc comme vous le voyez sur la carte, Domrémy se situe juste à la frontière entre le Saint-Empire, les territoires du Saint-Empire. Donc Jeanne, c'est une fille de la frontière. Et comme je vous l'ai dit, quand elle dit je vais aller en France, c'est parce qu'elle n'y est pas. On n'est pas en France à cette époque. On ne se sent pas en France, ça n'existe pas encore nos concepts de nation, de territoire, l'hexagone, tout ça. Donc voilà où était situé Domrémy. Donc son enfance, ce qu'on peut retenir de son enfance, tout d'abord, c'est que elle était très pieuse. Et c'est grâce au procès en réhabilitation, donc on va en parler dans ce cours, 1456, procès en réhabilitation, que l'on connaît le mieux son enfance. Ça a été capital pour avoir les témoignages des gens qui l'avaient fréquenté, les gens de son village. Donc, elle est très pieuse. Elle se rend volontiers à l'église. Tous les témoins disent volontiers. Elle allait volontiers à l'église. Elle étonnait, elle déconcertait son entourage, le village, par sa piété. Elle était souvent en prière, en méditation. Voilà, une enfance vraiment très pieuse. Elle est illettrée, elle le dira elle-même, je ne sais ni A ni B, et qui encore une fois est une chose courante chez les paysans de l'époque. Donc voilà. Elle parlait français, mais avec un très fort accent lorrain. Par exemple, à Orléans, elle dira aux Anglais rends-ti, au lieu de dire rends-toi. Ou bien à la place de dire au nom de Dieu, elle dira en nom des. C'était le patois lorrain. Donc elle parle français, on la comprend, mais avec un accent lorrain très prononcé. Elle était, nous dit-on au procès en réhabilitation, bien bonne française, et n'aimait point les Bourguignons ni les Anglais. Alors, déjà, elle était marquée politiquement, hein, on pourrait dire ça. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les Bourguignons semaient le trouble, et les Anglais aussi, semaient le trouble dans sa région. Elle avait dû d'ailleurs une fois se réfugier à Neufchâteau avec sa famille, parce que la vallée était attaquée par les Bourguignons. Donc, comme je vous l'ai dit, Jeanne est une fille de la frontière, qui a l'expérience de la guerre, et qui sait déjà d'où viennent ses ennuis et où se situer, même si elle n'a pas une grande connaissance politique, elle sait déjà où se situer dans le jeu politique de l'époque. Alors là, un point important. On la présente souvent comme une pauvre bergère. Alors il y a deux erreurs dans cette phrase. Il y a deux mots et deux erreurs. Elle n'était pas pauvre et elle n'était pas bergère. Donc pour l'aspect pauvre, les parents de Jeanne, c'est pas des pauvres gens. Alors certes, ils n'étaient pas riches par rapport au roi, aux nobles, à la cour, voilà, c'était des petites gens quand même par rapport à ces hautes strates de la société, mais ils n'étaient pas pauvres. Le père de Jeanne d'Arc, Jacques d'Arc,
C'était un laboureur. Qu'est-ce que c'est un laboureur? C'est tout simplement un paysan qui possède une maison, son matériel, ses terres, ses animaux. Voilà. Donc c'était un laboureur assez aisé. En plus, il avait des responsabilités. Il avait déjà été doyen du village de Don Rémy. Donc doyen, c'est un peu l'équivalent du maire à l'époque. Et puis, il avait été procureur du village lors d'affaires de justice évoquées devant Robert de Baudricourt, qui est le capitaine de la ville voisine de Vaucouleurs. Donc il le connaissait. Donc voilà, c'était pas n'importe qui dans le village. Par rapport à la France, c'était n'importe qui. Par rapport au roi, ils n'étaient pas bien riches, mais par rapport à leur village, eh bien, ils faisaient partie de l'élite de leur village. C'était une famille en pleine ascension sociale. Ils avaient fondé une messe annuelle au printemps, et c'est pourquoi Jeanne a reçu une très bonne éducation. Donc ils étaient l'élite de leur village. Ce n'était pas une pauvre bergère, son père était un laboureur plutôt aisé dans son milieu. Donc pauvre bergère, déjà non, elle n'était pas pauvre. Ensuite, bergère, est-ce qu'elle gardait les moutons? Voilà encore un mythe qu'on apprend encore dans les manuels scolaires et qu'on voit dans les images. D'ailleurs, je me suis servi de certaines images où on la voit garder les moutons, mais c'est parce qu'elles étaient jolies, tout simplement. Mais c'est un mythe armagnac, donc Armagnac, les partisans de Charles VII, si vous vous souvenez. Pourquoi l'a-t-on présenté et a-t-on insisté sur ce côté bergère? Car elle a gardé les moutons, elle a gardé les bêtes, mais occasionnellement, ce n'était pas du tout son occupation principale. Elle a gardé les bêtes occasionnellement, et pourquoi a-t-on insisté là-dessus? Tout simplement pour des raisons religieuses et symboliques. Dans la Bible, Dieu parle au roi et au berger. C'est au berger qu'il va s'adresser pour délivrer un message aux hommes. Donc, c'est pourquoi on a présenté Jeanne comme une bergère, alors qu'en fait, elle n'en est pas une. Et comme le notera Colette Beaune dans son excellent livre sur Jeanne d'Arc, il y a les références dans la fiche bibliographie qui est en annexe, si vous voulez. À l'époque, les paysans, ils cultivaient un peu tout, hein. Il n'y avait pas de berger de profession qui habitait un village comme ça, où l'élevage, c'était qu'une activité d'appoint, hein. Les paysans faisaient un peu de tout. Alors que faisait Jeanne? Eh bien, elle n'était pas bergère, je l'ai dit, mais alors que faisait-elle? Eh bien, elle allait à la charrue, elle aidait aux travaux de la maison, et aussi elle faisait les ouvrages de femme, c'est-à-dire filer, s'occuper de la maison. Enfin voilà, c'était son quotidien, mais elle n'était pas bergère. Donc pauvre bergère, ça ne tient pas du tout. Ensuite, un dernier point sur l'enfance de Jeanne, Jeanne d'Arc, mais en fait, à son époque, elle ne s'appelait pas Jeanne d'Arc. Personne de son vivant ne l'a jamais appelée Jeanne d'Arc. C'est pas très important, hein, mais bon, il fallait quand même que je le précise. Alors, personne de son vivant ne l'a jamais appelée Jeanne d'Arc, les chroniqueurs de l'époque non plus n'utilisent pas cette forme, parce qu'en son temps, le nom de famille a peu d'importance. On se soucie peu du nom de famille. On utilise des surnoms. D'ailleurs, elle se fera appeler la Pucelle. La Pucelle, c'est la même définition qu'aujourd'hui, hein. C'est une jeune fille vierge. Elle se fera appeler Jeanne la Pucelle. Et on l'appellera Jeanne la Pucelle. Donc on utilise les surnoms, les prénoms, donc Jeanne, Jeannette, et les lieux de résidence. Donc, si vous habitez à Montargis et que vous appelez Jean, eh bien vous êtes Jean de Montargis. Voilà. Le nom de famille a peu d'importance à cette époque. Il faudra attendre le procès en réhabilitation, donc 1456, pour que la forme d'arc, sans apostrophe, apparaisse. Et il s'agit de la forme la plus admise, hein. Voilà, son père était né à Ceffonds, la ville de Ceffonds, qui est une ville proche d'Arc-en-Barrois. Donc c'est là que ça peut venir. Mais on trouve d'autres formes, D, D-A-Y, Dar, Dars. Il n'y a pas vraiment d'orthographe fixée et ça avait peu d'importance. Mais on va rester sur Jeanne d'Arc pour des raisons de commodité. Voilà, c'est un point qui est vraiment pas important. Et concernant le D apostrophe, la particule, ce qu'on appelle la particule, elle n'était pas nobiliaire à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous appelez Jean de Montargis que vous êtes un noble pour autant. Ça n'avait rien à voir. Et concernant son prénom, eh bien Jeanne, c'était le prénom d'un tiers des filles de son époque. Et des filles de la paysannerie comme des filles de l'aristocratie. Voilà, c'était un prénom très courant à son époque. La partie 2 de ce chapitre 2 est consacrée à l'arrivée des voix dans la vie de Jeanne. À 13 ans, j'entendis une voix qui m'appelait, qui est la suite aussi qui est magnifique. Je me trouvais vers l'heure de midi dans le jardin de mon père, etc. Donc Jeanne a 13 ans, donc on est en 1425 à peu près, puisque sa date de naissance est douteuse. Elle a 13 ans lorsque ces voix viennent à elle. Donc comment se caractérise-t-elle? Elle est dans le jardin de son père vers l'heure de midi,
Et là, c'est Saint Michel qui lui apparaît. Saint Michel qui est l'ange, le chef de l'armée céleste, et qui est aussi à l'époque, qui était un ange gardien, considéré un peu comme un ange gardien. Donc c'est Saint Michel qui lui apparaît. Dans un premier temps, il ne lui parle pas du tout de sa mission, c'est pour l'aider à se gouverner. J'aime beaucoup cette tournure, l'aider à se gouverner, c'est-à-dire être une bonne chrétienne, être une fille sage, aller souvent à l'église, etc. Mais Jeanne, évidemment, est terrifiée par cette apparition de prime abord, et on la comprend. Là, je fais une toute petite parenthèse, mais c'est pourquoi les laïcs et les républicains, vous savez, il y a une bataille sur Jeanne d'Arc entre les laïcs et les catholiques, les républicains et les monarchistes, qui disent que les voix sont celles de sa conscience, comme Ernest Renan, par exemple, un historien de la Troisième République, qui faisait les manuels scolaires, dit que Jeanne d'Arc avait les voix de sa conscience, écoutez les voix de sa conscience. Mais on n'est pas effrayé par les voix de sa conscience. Et puis, Jeanne d'Arc, il lui arrivait, lorsque ces apparitions survenaient, de les toucher, de les embrasser, de leur embrasser les genoux. On ne peut pas embrasser les genoux des voix de sa conscience. Voilà. Toute petite parenthèse. Donc là, c'est Saint Michel qui vient en premier. Ce n'est que plus tard que Sainte Catherine et Sainte Marguerite apparaîtront. Donc Saint Michel arrive en premier, d'abord pour l'aider à se gouverner, et ensuite il lui donne sa mission, et il lui répétera par la suite, et Sainte Catherine et Sainte Marguerite lui répéteront également. Sa mission, pour une jeune paysanne lorraine, illettrée, femme, jeune, sa mission, c'est ni plus ni moins d'aller au secours du roi, d'aller délivrer en personne la ville d'Orléans, et d'aller faire sacrer le roi à Reims. Sacrée mission pour une jeune fille. Donc évidemment, Jeanne va répondre à Saint-Michel, mais moi je ne suis qu'une jeune paysanne, je ne sais ni monter à cheval, ni écrire, ni lire, je ne sais pas faire la guerre. Donc, comment faire? Saint-Michel lui dit de ne pas s'inquiéter, que tout irait bien, qu'elle aille trouver Robert de Baudricourt dans la ville voisine de Vaucouleurs, qui était située à 4 heures de marche au sud, et qu'il l'amènerait vers le roi. Donc voilà ce qui est dit à Jeanne. Ensuite, c'est Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui vont lui apparaître, alors dans une grande clarté, dit-elle, avec un noble maintien. Elle les voyait, je les vois comme je vous vois, dira-t-elle à ses juges. Alors, quand elle les voit, évidemment, elle se met à genoux, elle profite de chaque instant, et lorsque ces apparitions disparaissent, elle pleure longtemps leur départ. L'âge avançant, ces voix se font de plus en plus fréquentes. Parfois, elles apparaissent lorsque les cloches sonnent, se font de plus en plus pressantes et lui rappellent sa mission, aller au secours du roi. Donc, à 16 ans, 3 ans plus tard, en mai 1428, elle part pour la ville voisine de Vaucouleurs, qui, je l'ai dit, est située à 4 heures de marche, sans prévenir ses parents. Ça lui sera reproché au procès. Pourquoi? Parce que ses parents ne l'auraient pas permis. On n'envoie pas sa fille sur les chemins, des chemins infestés de brigands. On n'envoie pas sa fille au milieu des soldats, alors qu'on connaît le rôle des femmes dans les armées à cette époque. Hein, on ne voulait pas que sa fille devienne une fille à soldat, donc si elle avait prévenu ses parents, ça n'aurait pas été possible. Donc elle part sans prévenir ses parents, à 16 ans, mai 1428, accompagnée de son oncle. Enfin, elle l'appelle son oncle, mais en réalité c'est son cousin. Mais comme il est plus âgé qu'elle, elle l'appelle son oncle. Il s'appelle Durand-Laxart. Donc là, elle part pour Vaucouleurs dans l'espoir de convaincre Robert de Baudricourt, qui est le capitaine royal de cette cité, de l'emmener vers le roi. Donc voilà, le départ pour Vaucouleurs. Maintenant, je passe à la partie 3 de ce chapitre 2, de Don Rémy à Vaucouleurs. Donc Vaucouleurs, un mot rapide, c'est une puissante cité fortifiée, qui est proche de Don Rémy, sur les bords de la Meuse, et qui est fidèle au roi de France, Charles VII, en plein pays bourguignon. Elle est dirigée, je l'ai dit, par Robert de Baudricourt, et c'est lui que Jeanne va aller trouver. Donc une première tentative, nous sommes le 13 mai 1428, Jeanne arrive à Vaucouleurs et commence à dire à qui veut l'entendre le but de sa mission. Son oncle va trouver le capitaine Robert de Baudricourt pour lui proposer une entrevue et puis lui dire avant qu'il reçoive Jeanne, lui donner le but de sa mission.
Et on peut dire que cette entrevue est pas très fructueuse, puisque Robert de Baudricourt refuse de recevoir Jeanne, et il dit même à son oncle de renvoyer cette fille chez ses parents avec une bonne paire de claques. Voilà. Donc il y a mieux comme premier contact, et Jeanne rentre à Domrémy, assez déçue, on l'imagine. L'année suivante, 1429, Jeanne retourne à Vaucouleurs, au tout début de l'année, au tout début du carême, février. Alors pour la deuxième fois, elle est recalée par le capitaine Robert de Baudricourt, mais lui il veut plus en entendre parler, mais Jeanne parvient à se faire héberger sur place. Et elle va alors en profiter pour prêcher à qui veut l'entendre sa mission, aller délivrer Orléans et sacrer le roi à Reims. Et dans la ville de Vaucouleurs, elle va faire son petit effet. Sa piété, sa détermination, sa volonté, sa confiance vont convertir tout un tas d'habitants et même des proches du capitaine qui vont commencer à la prendre en affection et à la prendre au sérieux. Le bruit va commencer à se répandre un peu partout, qu'il y a une jeune fille qui est là pour sauver le roi, qui veut aller sauver le roi. Elle va arriver jusqu'au duc de Lorraine, Charles II, qui va demander à ce qu'on fasse venir Jeanne. Donc Jeanne va accepter de s'y rendre, et sur place, elle arrive à Nancy, devant Charles II, et lui, il la prend un peu pour une semi-sorcière, il pense qu'elle a des pouvoirs de guérison, et comme il est malade, il aimerait bien que Jeanne le soigne. Évidemment, c'est pas possible. Jeanne n'est pas là pour ça, donc elle lui dit qu'elle ne peut rien pour lui, et elle va pas hésiter à le réprimander sur sa conduite, puisqu'il avait jeté sa femme pour prendre une maîtresse, et Jeanne lui dira de reprendre sa femme et de rejeter sa maîtresse. Donc voilà, elle a pas froid aux yeux, la petite. Donc cette visite au duc de Lorraine, et la rumeur qui commence à gonfler un peu partout, vont finalement contraindre Robert de Baudricourt, dont des proches étaient favorables à Jeanne, d'accepter la demande de la pucelle, et il va donc mettre une escorte de 6 hommes à sa disposition. Partie 4, maintenant, dernière partie de ce chapitre 2, très court, le voyage vers Chinon. Donc, Jeanne quitte Vaucouleurs avec une escorte de 6 hommes, on l'a dit, et c'est à ce moment, probablement, paraît-il, que Jeanne a enfilé ses habits d'homme pour la première fois. C'est à la demande de ses voix, dit-elle, qu'elle a dû enfiler des habits d'homme, mais de toute façon, pour cette mission périlleuse, rien que d'aller à Chinon, c'était périlleux. On parle du siège d'Orléans, mais pour une femme voyager de Vaucouleurs à Chinon, c'était pas une partie de plaisir, c'était des terres qui grouillaient d'Anglais, de Bourguignons et de brigands. Donc, en habit de femme, ça aurait pas été facile. Mais ce sont ses voix qui lui ont dit, nous dit Jeanne. Donc elle part de Vaucouleurs le 23 février 1429 en direction des Pays de la Loire, donc de Chinon, pour aller trouver le roi. Le voyage va durer 11 jours durant lesquels ses accompagnants vont trouver une Jeanne sans défaut, sans faiblesse, d'une piété et d'une charité exemplaires et inébranlable dans sa résolution. Donc c'est pas du tout une fille à soldat. Alors, on voit que même les soldats qui l'accompagnaient étaient admiratifs, et ce sera le cas tout au long de son périple et de son histoire. Donc je l'ai dit, la tâche n'est pas facile, il faut traverser ces régions grouillant de brigands et d'anglo-bourguignons, mais le voyage va durer 11 jours et Jeanne va parvenir jusqu'à Chinon. Alors elle ne va pas arriver directement à Chinon, elle va s'arrêter un peu avant. Si je vais vous mettre l'itinéraire là en image, vous voyez que juste avant Chinon, il y a Sainte-Catherine, en fait c'est Sainte-Catherine de Fierbois. Elle s'arrête au village de Sainte-Catherine de Fierbois, et là, de là, elle écrit au roi Charles VII une lettre dans laquelle elle lui explique tout simplement que elle, petite paysanne lorraine, illettrée, qui ne sait ni A ni B, qui ne sait pas faire la guerre, vient voler à son secours pour délivrer Orléans et le faire sacrer à Reims. Donc on imagine la stupéfaction du roi au moment où il reçoit cette lettre, et puis de toute façon, les bruits commençaient à arriver jusqu'à Chinon. On commençait un peu à parler de Jeanne dans ces milieux, donc le roi est quand même intrigué. Jeanne écrit au roi, elle arrive à Chinon, et l'entrevue avec le roi est imminente. Et je vous donne rendez-vous dans le chapitre 3, pour suivre justement cette entrevue à Chinon, cette rencontre de cette jeune inspirée de 17 ans avec Charles VII, roi de France. Merci de votre attention.